Adrian! Vincent, notre champion de boxe, a mis knockout dans 2 jours différents. André Pratt et PSPP. Ah, puis un journaliste du 24 heures. Ouais, mais ça, c'est moins spectaculaire. Journaliste. Ouais, c'est resté. J'ai pas fait beaucoup d'efforts pour celle-là. C'était le match de réchauffement. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet intemporel parce que c'est dans l'actualité à tour de bras. Je pense que ça va être intéressant. Ça va revenir dans 2 ans, sûrement. C'est pathétique, en fait. Puis j'ai de la misère à comprendre le thinking politique derrière ça. Outre qu'on essaie vraiment de capitaliser sur une ignorance économique de certaines personnes, mais ça nous donne également une grande opportunité de corriger le tir, puis de faire un peu d'économie ou d'éducation économique avec plusieurs gens. Puis c'est quand même assez intéressant, le débat que ça a été. Évidemment, c'est sur les épiceries. On le sait, là, on l'a vu, on a eu la greedflation avec le NPD, avec Jack Singh, ça a été très popularisé. Ensuite, on a GND qui s'est essayé au niveau du Québec. De ce côté-là, la sauce avait moins pogné un peu. Et là, on a le pape numéro 1 du Québec, selon Québécois, PSPP, descendu de ses nuages. Le chef de Vincent. Faut le quand chef même de pas Vincent. l'oublier. Hein? Le chef à Vincent. À Montréal, voici par contre les gens, les affiliations que tu avais. Tu avais des péquistes. Yours truly, dans le sens de gens qui aiment la souveraineté. Tu m'as trouvé une clip de moi. C'est une de mes clips préférées, avec Yann qui ronfle à côté. mais juste pour en remettre la table, là, tu t'as fait un peu l'historique de ça, mais c'est juste que je comprends pas pourquoi ils arrivent avec ce sujet-là à délai. Ouais. Parce que le NPD l'a amené. Ils ont même fait venir des gens en commission parlementaire. On a entendu une question un peu ridicule de M. Boulris sur... il parlait au PDG de Métro. Puis il demandait juste dire une question de Boulris. Ouais, c'est ça. Désolé pour le pléonasme. C'est comme monter en haut puis descendre en bas, dire une question niaiseuse du NPD. Fait que, fait que là, il lui demandait... ils le font venir pour savoir si, en gros, les profits que les épiciers ont engrangés dans la dernière année, est-ce que c'est ça qui est responsable de la hausse des prix qu'on voit à l'épicerie? Dans le fond, est-ce que c'est anormal? Et la question qu'il lui a posée, c'est: pensez-vous que c'est normal que vous gagniez 150 fois le salaire d'une caissière? Ouais. Et là, j'étais comme, OK, mais premièrement, il faudrait souligner une chose. C'est pas vrai qu'il gagne 150 fois le salaire, parce que ça, c'est le truc que le Centre canadien des alternatives aux bonnes politiques publiques, aussi connu comme le Centre canadien aux Policy Alternatives. Leur vrai nom, c'est le deuxième, mais le premier, c'est celui qu'on lui donnait à l'Institut économique de Montréal, parce que c'était toujours de s'assurer que s'il y avait un problème, on allait proposer la pire solution possible. Donc, les alternatives aux bonnes politiques publiques. Ils font tout le temps, à chaque année, à peu près le 2 ou 3 janvier, la rémunération des PDG relativement à celui des travailleurs. Mais ce n'est pas la rémunération des PDG. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont inclure le salaire de base du PDG, mais aussi toutes les stock options qu'ils ont et la valeur de marché de ces stock options-là, sans dire si c'est la valeur réalisée de la chose. Mais en fait, quand on réalise souvent, quand on fait des études où est-ce qu'on peut évaluer qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que le PDG a liquidé ses actions, quand est-ce qu'il a utilisé ses stock options, la valeur des actions est toujours à peu près 30% plus basse que ça, parce que généralement, le PDG est viré dans une récession, puis c'est là que l'action va avoir perdu le plus de valeur, donc il est licencié pendant une récession. Puis c'est souvent des chiffres trafiqués. En toute fin pratique, de faire ça, c'est de ne pas considérer la valeur lorsqu'elle est réalisée, c'est de gonfler le chiffre artificiellement. Puis en plus, ils ne prennent pas la rémunération totale des travailleurs. Ils prennent la rémunération de tous les travailleurs, mais pas ceux dans les grosses entreprises. Quand tu fais les bons comparatifs, le 150 devient comme 45. Mais il y a eu du poids PSPP. Moi, je pense qu'il avait raison. Les marchés financiers présentement nous disent que PSPP avait raison de dénoncer les profits des épiciers. Parce que quand je regarde le stock de l'Obla présentement, il était monté à 125 $ avant le débat entre Éric Duhem et PSPP. Et maintenant, c'est 119 $. Depuis que PSPP a envoyé l'argument massu à Éric Duhem, je te le jure, Vincent, le stock de l'Obla a planté. Non, ils ont juste publié les états financiers hier, là. Mais... puis le pire, c'est que quand tu regardes, la marge de profit a l'air d'avoir baissé relativement à la période précédente. Il n'y a pas... Écoute, ça existe des monopoles, puis ça peut arriver souvent
Puis ça se voit, là, je veux dire, ça serait possible théoriquement que tu pourrais créer un monopole des épiceries, mais la réalité, c'est que ce qui crée un monopole naturellement, là, on va mettre ça au clair pour les auditeurs, c'est qu'il faut que tu aies des grosses barrières à l'entrée. Donc, en l'absence d'un État pour avoir un monopole, il faut que tu aies un gros coût initial pour entrer et ensuite des coûts qui baissent très rapidement avec toutes les unités de plus que tu vends. Fait, exemple, une compagnie de distribution d'électricité, un système de filtration des eaux. Toutes des choses que tu as un gros investissement initial, il faut que tu dépenses beaucoup pour commencer, il faut que tu ramasses beaucoup de capital pour faire la première unité de service. Les épiceries, c'est pas ça. Okay? Les épiceries, c'est zéro ça. C'est très facile d'ouvrir une épicerie, c'est très facile de trouver des distributeurs. Ouais. Je veux dire, c'est très facile. C'est pas une industrie qui naturellement a cette structure-là. Tu peux trouver des manières de faciliter la concentration si, par exemple, tu, en amont, réduis la compétition pour les transformateurs d'aliments. Donc, tu sais, s'il y a moins de gens qui peuvent se faire compétition pour essayer d'être les fournisseurs de certaines épiceries, bien là, tu pourrais faciliter des cartels dans le domaine de l'épicerie. Tu pourrais faire ça. Si tu mets des barrières aux importations, tu peux faciliter la formation d'un monopole. Tu sais, il y a plein de choses que l'État peut faire pour créer des barrières, notamment d'imposer des paquets de permis, des barrières réglementaires qui existent. Puis c'est ça que je soulignais à PSPP, c'est qu'au Québec, il existe une multitude de permis. Il faut que tu aies un permis d'épicier. Quand tu as le permis d'épicier, bien, il y a des réglementations sur qu'est-ce que tu dois mettre dans tes étalages, de comment tu présentes tes étalages. Tu as une manière, tu es réglementé sur comment tu fournis le service. Si tu es une épicerie fine, donc disons que tu es un saucissier ou un fromager, tu ne peux pas offrir d'autres type de produit sans devoir acquérir une type de licence différente, puis qu'il faut que tu aies un certain pourcentage, si tu tiens leur type de licence, de ton étalage qui est dédié à X ou Y. Puis à chaque année, il faut que tu renouvelles ça. Donc, la paperasse administrative, en général, juste pour être spécifiquement un épicier, est assez colossale. Puis ça fait en sorte que tous les petits épiciers qui pourraient faire de la concurrence se retrouvent avec beaucoup plus de coûts réglementaires. Fait que l'État est très bon pour réduire la concurrence dans ce domaine-là. Mais tout ça dit en compte, quand tu regardes les marges de profit des épiciers, la marge de profit fluctue entre 1,5 et 2,5 %, ce qui n'est pas le signe d'une industrie cartellisée. Généralement, une industrie cartellisée, les marges de profit vont être plus élevées, mais surtout ce qu'on appelle les markups. Ouais. Donc, à quel point ton prix est au-dessus du coût marginal, donc du coût de produire la dernière unité, c'est là que tu vois des cartels et des monopoles. Puis la Banque du Canada a sorti une étude cette semaine qui montre que les markups sont, 1, très bas, et 2, n'ont aucune tendance. Donc, il n'y a aucun signe que ça soit, malgré tout ce que l'État fait pour empirer la situation. Malgré tout ce qu'ils font pour empirer la situation, qui mettent des choses qui limitent la concurrence, qu'il y a plein de barrières à l'entrée de compagnies étrangères au Canada, que tu as plein de choses que l'État fait qui empirent, qui feraient en sorte qu'on pourrait avoir bien plus de compétition puis bien plus de services. Mais malgré ça, on a quand même une industrie compétitive. Mais juste avant qu'on passe au graphique de Yann, là, est-ce que les gens du NPD, du PQ et de QS qui reprennent cette affaire-là, est-ce qu'ils connaissent la différence entre 1 milliard et 1 million? Non. Moi, c'est la question que je Non, en fait, on se souvient que l'IRIS avait fait cette gaffe-là l'été passé quand ils avaient dit que le coût de la gratuité scolaire à l'université, c'était 0,09 % du budget du gouvernement du Québec. Oui. Que ça allait coûter 20 milliards, mais ça allait être 0,09 % du budget. Oui, 0,09 %. Non, c'est juste que là, on nous parle de... Je vois Yann qui a mal. J'ai poignardé Yann dans le fond de son âme. Mais c'est parce qu'on nous parle de milliards là, en termes de profit, mais la question, je veux juste le rappeler, c'est important de bien poser les termes du débat. Là. La question très pertinente du député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Un autre journaliste qui a une formation très développée. Au numéro 1 de Métro, M. Éric Laflèche. Il lui a posé la question suivante. Lors de l'échange, le député du NPD lui a mis sous le nez qu'il gagne 155 fois le salaire moyen du caissier des supermarchés, qui a souvent un peu plus que le salaire minimum. Vous ne trouvez pas cela un peu indécent, à un moment donné, a demandé le député québécois au dirigeant de Métro. Ce à quoi le numéro 1 de l'entreprise lui a répondu que sa rémunération relevait de son conseil d'administration, en ajoutant qu'il était mal placé pour parler de sa propre rémunération.
La rémunération des exécutifs chez Métro est normale et compétitive, a-t-il conclu. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Mais première affaire, là, quand même que le boss de Métro gagnerait 100 millions par année, ce qui n'est pas le cas, là. Mais ça n'a pas rapport avec l'ordre de grandeur des chiffres qui sont donnés pour les profits ou les ventes. Là. Est-ce qu'ils comprennent que 1 milliard, c'est 1000 millions? Les gars, vous essayez de trouver un rationnel. Est-ce que vous me faites rire? Il n'y a pas de rationnel. Non, il n'y en a pas. Yann, c'est pas à toi que je parle, c'est aux auditeurs. Là. Non, je sais, mais la game, c'est que c'est une pièce de théâtre. On casse du sucre sur un méchant capitaliste. C'est tout, là. On a spoté un capitaliste, viens t'asseoir, on va te casser du sucre sur le dos, même si ça fait pas de sens. Écoute, attends un peu. Parce que toi, quand tu parles, c'est pour 7 minutes. Là. Wait a minute. Check le graphique ici, je le trouvais quand même le fun pour décortiquer comment ça fonctionne réellement une épicerie. Là. Le retail ici, donc tout l'argent qui rentre, si on veut, du retail, c'est 40 milliards à peu près. Ça, c'est un graphique qui a été fourni par l'Obla, 2022. Après ça, tu as des services financiers qui rentrent à l'intérieur parce qu'ils vont avoir, par exemple, des cartes de crédit ou des choses comme ça. Et eliminations, j'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est marginal, on n'en parle pas. Ça correspond à tous les revenus du groupe, 41 milliards à ce moment-là. Mon guess, c'est qu'on parle plus de 50 milliards par année, l'Obla, fait qu'ils ont dû séparer l'épicerie de la pharmacie. Déjà là, c'est quand même assez intelligent parce que quand on va sur L.to, vous comprenez que l'Obla, par le passé, a acheté Shoppers Drug Mart, Pharmaprix au Québec. Fait que tu es dans une position que. On parle-tu des épiceries ou on parle des pharmacies? On parle des pharmacies, mais là, on va enlever les pharmacies de ça. En passant, StatScan, là, dans les chiffres que les gens avancent, ils ne font pas cette division-là. Ils laissent la pharmacie. Ils prennent le secteur principal de la compagnie. OK. Ben ça, tu vois, c'est problématique parce que pour l'Obla, Pharmaprix, Shoppers Drug Mart, c'est quand même assez gros. Et le monde de la pharmacie, les marges sont complètement différentes. Dans une pharmacie, tu as des cosmétiques. Les cosmétiques, c'est 40 le profit margin là, dans ces affaires-là. Fait que d'aller comparer ça avec des épiceries où est-ce que la banane que tu vends 69 cents, tu fais 2 cents dessus, c'est un autre game. Là, mais là, tu splits ça, OK? Fait que là, c'est le fun avec ce tableau-là. C'est justement, il n'y a pas de pharmacie là-dedans, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment juste la branche épicerie. Fait que 40 milliards d'argent qui rentre. 40 milliards, c'est beaucoup d'argent. Éventuellement, c'est 41 milliards quand tu rajoutes les financières. COGS, Cost of Goods Sold. OK? Ça, c'est le bout le plus important. C'est l'inflation que vous avez vécue, c'est dans ce morceau-là qu'elle est principalement. Dans les coûts des produits qui sont vendus en épicerie, tout simplement. Donc, quand tu augmentes la taxe de carbone sur le transport, ben ça se ramasse là. Quand tu augmentes le coût parce que tu as eu des difficultés de production, peu importe, la pandémie a amené des troubles aux producteurs, ça se ramasse là. C'est là que la chaîne de distribution, elle est au grand complet. Là. Il y a un facteur multiplicatif dans tout ce qui se passe là. Fait que tout le monde qui augmente ses prix, c'est dans les COGS que ça se ramasse. Puis ça, c'est un gros pourcentage de tous les revenus, cette affaire-là. Là. C'est comme 28 milliards qui sont là-dedans. Puis c'est surtout là qu'elle est l'inflation. Là. C'est principalement là qu'elle est. Là, il reste les revenus, la gross profit. Fait qu'autrement dit, tous les revenus que tu as ramassés, moins les coûts de ce que tu as vendu, ça, c'est ce qu'on appelle les profits bruts. Ah ouais, les profits. Non, t'as peu. Non, tu n'as pas encore payé les employés. C'est pas les profits. C'est pas les profits, hein? C'est les profits bruts. Oui, c'est les profits bruts. Donc, en termes comptables, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas encore payé les employés, on n'a pas encore payé l'électricité, on n'a pas encore payé les taxes. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on n'a pas payées. C'est ça qui est décortiqué par après. Fait que là, vous voyez un autre gros morceau rouge qui part, c'est les coûts d'opération. Loyer, électricité, employés. Exactement. Tout ça vient de partir. Fait que là, vous voyez le gros morceau qui est là? Ben, il y en a de l'inflation là-dedans aussi. L'augmentation de salaire des employés, c'est là-dedans qu'elle est. Là. Il y a qu'une grosse partie de l'inflation est dans ce gros morceau rouge-là. Il y en a une grosse partie d'un COGS, une grosse partie d'un coût d'opération. Maintenant, là, il ne reste plus grand-chose. Là, on est dans le bout où il ne reste plus grand-chose. C'est les revenus d'opération que ça s'appelle. On est rendu à 2 milliards. On est parti de 40. Mais 41 même. On est parti de 41, il en reste 2. Faut que tu prennes des impôts. Pre-tax income. Parce que là, il y a net interest income. Fait que ça, c'est tous les frais d'opération. Donc, les frais bancaires que tu payes, les frais de crédit, puis aussi ce que toi, tu vas recevoir en termes de crédit de ton côté. Fait que là, tu obtiens ton revenu avant impôt. Fait que là, on va regarder les taxes qui sont payées par l'entreprise.
500 millions dans les taxes, carrément là. Puis des intérêts minoritaires, avec des pinottes de 50 millions, pour arriver au chiffre final de 1,4 milliard de profit. Ça, c'est le vrai profit. Et on est à 3,4 chez Loblaw en 2022. Puis le montant net, c'est quoi? Je le vois pas, c'est petit un peu. Ouais, puis 1,4 milliard de dollars. 1,4 milliard, OK. Fait que sur le 41, là, il en a resté 1,4 milliard. Pensez-y, là, c'est des pinottes. Si vous abolissez tous les profits de cette entreprise-là, théoriquement, on tue l'entreprise. Là, vous êtes tous d'accord avec ça. Là. Mais non, ils vont le faire par générosité de leur cœur. Oui, mais on vit dans un monde de licorne, on a une baguette magique, PSPP prononce son sortilège et boum, il n'y a plus de profit. Ils viennent de disparaître. Ouais. On a été capable de faire baisser les prix des aliments dans l'épicerie de 3,4 %. C'est tout, là. On parle par contre d'inflation de 2020, 2021, 2022. On parle d'inflation qui grimpe à des pourcentages annuels jusqu'à 10 ou 11 %. Pensez-y, là. Moi, ce que j'aime, juste en terminant, ce que j'aime dans le graphique qui avait été mis dans le Journal de Montréal, c'est que quand, en 2016, on peut observer que Métro était dans le rouge. Donc ça, à cette époque-là, c'est que le gars qui s'occupait de ça, il avait vraiment le cœur sous la main et il disait, regarde, fuck les profits, nous autres, on va volontairement être dans le rouge. Parce que dans ce temps-là, ils n'étaient pas greedy. Ils ont attendu la pandémie pour aimer ça, les profits. C'est ça qu'il faut comprendre. Métro, il ne faut pas oublier qu'il possède Jean Coutu. Faut-tu je possède... c'était de l'ironie ou... non, pas besoin. Okay. Le monde sont brillants qui écoutent le trio économique. Mais tu vois, regarde... Métro possède Jean Coutu. Frank, remets l'image maintenant. Le tableau là, qui cite, est-ce que j'ai haï? Le tableau, là, je reconnais les numéros parce que je fais ça de ma crise de vie. Ce numéro de tableau-là, c'est pas le titre. Ils disent le bénéfice de la vente au détail des aliments. C'est pas la vente au détail des aliments. Ça, ce code-là, c'est le code pour toutes les industries combinées. Fait que ça, là, ça inclut l'alcool. Encore? Ils ont fait la même affaire? Ils font la même hostie d'erreur. Ils comprennent pas c'est quoi qu'ils utilisent. Ils vont dans le truc, là, puis... OK, fait que là, asti que ça me fâche. Ça, ce numéro-là, c'est le numéro du tableau qui dit... je vais juste être 100% sûr, là, mais le code, ils font toujours des layers, puis tu as un code, si c'est 455, ben ça, c'est comme toute l'industrie de l'alimentation. Mais ça, si tu as 4551, ben ça, c'est peut-être industrie de l'alimentation, mais les dépanneurs. 4551, 1, fait qu'il y a 2 1 de plus. Plus le chiffre est long, plus tu es dans un secteur précis, c'est ça? C'est exactement. Plus tu te précises en termes de secteur. Mais là, ça, là, ça, c'est le tableau annuel, puis je vois les chiffres dedans, là. C'est pas la vente au détail, c'est la vente au détail de toutes choses combinées dans le secteur de l'alimentation en général. Fait que tu vois, ça, là, c'est d'une malhonnêteté, là, ce chiffre-là. Je suis tanné des gens qui ne savent pas c'est quoi qu'ils utilisent comme données. Ils vont dans des trucs, là, puis ils ne regardent même pas les définitions, puis c'est pas que StatScan le cache. StatScan le montre tout. Si tu cliques dans les titres des tableaux StatScan, ils vont mettre des notes qui sont très faciles d'accès, qui disent qu'est-ce qui est quoi. Ne pas les consulter, c'est de la lâcheté intellectuelle d'une profondeur incroyable. Ça voudrait dire, par exemple, juste pour prendre des exemples, que le monde comprenne ce que tu es en train de dire, ça voudrait dire, par exemple, que, mettons, Walmart qui est dans l'épicerie, ils ont, selon la stats que tu prends, ça pourrait inclure aussi les pantalons qu'ils vendent, les revues à potins, les PlayStation, whatever. L'épicerie, ça pourrait inclure les cigarettes. Il y a ça, mais c'est un des problèmes qu'on a avec les... Ça s'appelle les codes SIA, en anglais NAICS. C'est que l'industrie va être classifiée étant partie d'un secteur. Mais un des problèmes avec les codes NAICS, c'est des fois, il y a des industries qui sont dans plusieurs secteurs. Fait qu'on ne sait pas exactement comment les diviser, comment les arranger. Puis ça cause des limitations pour... Parce que quand ces codes-là étaient inventés au début, les industries faisaient généralement une chose et une chose seulement. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu as beaucoup de spécialisation. Puis c'est une des raisons que... Puis regarde, quand les gens disent qu'il y a beaucoup d'inflation dans l'alimentation, ce qu'ils vont faire, là, ils utilisent l'IPC. Et l'IPC va avoir les magasins préparés les aliments vendus en magasin. Il y a 20 ans, les aliments vendus en magasin, c'était quand tu achetais une livre de steak, c'était une livre de steak, OK, point barre. Mais aujourd'hui, c'est plus ça exactement que tu achètes. Tu vas dans ton épicerie aujourd'hui, tu vas avoir des aliments qui sont déjà préparés, qui vont être assaisonnés, qui vont être précoupés. Fait que ce que tu achètes, c'est pas juste
Ouais, t'achètes l'aliment. du travail aussi. Tu achètes du temps de travail. Puis ce qui se passe, puis tu remarques ça. Regarde, pensez à ce que vous achetez dans votre épicerie métro aujourd'hui versus il y a 20 ans. Il y a plein de trucs déjà préparés. Il y a déjà des trucs pré-lavés, des trucs pré-coupés pour vous. Il y a un paquet de pré-préparés. Mais c'est parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que les épiceries se font aussi compétition avec les restaurants. Quand tu regardes l'augmentation des prix dans les restaurants, tu vois la même augmentation des prix que dans les épiceries. La même. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a un cartel des restaurants? Il y a un gros cartel de McDonald's. McDonald's, là, il fait collusion avec la queue de cochon, tabarnak. Mais non, il n'y a pas de collusion dans cette industrie-là. S'il y a une industrie dans laquelle il n'y a aucune collusion, c'est la restauration, point barre. Puis si tu vois le même changement dans les prix, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne mesure pas la bonne chose. Puis la meilleure manière de voir, c'est que tu peux trouver des manières de tester qu'est-ce qui se passe avec l'inflation des aliments qui n'ont pas ces services-là additionnels depuis 2015. OK, on fait Attends. Je veux juste finir ce point-là. Quand tu prends les données des aliments vendus en ligne, OK? Ça veut dire qu'il n'y a pas de service alimentaire, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de labor dedans. Mm-hmm. C'est l'inflation est comme 3 points de pourcentage plus bas. OK? Ça veut dire que ce que les gens regardent, ce qu'ils voient, c'est l'effet du travail additionnel de préparation. C'est pas de l'inflation, là. C'est des services de plus que tu obtiens avec l'épicerie. Si tu achètes toutes tes affaires en ligne, puis tu vas dans des épiceries qui n'ont aucun service, genre comme Aldi aux États-Unis, il n'y en a presque pas d'inflation alimentaire. En fait, tu as la même inflation que pour tout le reste de l'économie. Fait que ce qui se passe ici, là, c'est des gens qui n'ont aucune compréhension de c'est quoi qu'une épicerie fait, bon, mais ne savent pas c'est quoi les données. Faisons l'éducation. Okay? Comment ça marche, les codes NAICS? On les a ici, ça part de là. Fait que là, le chiffre qu'on voulait au début, nous autres, c'était 33 10 0225 01. Okay? Qui correspond à? Ben, le tableau qui a été utilisé, qui a fait douter Vincent. Et by the way, Vincent, c'est normal que le journal s'est trompé aussi, parce que 24 heures, ben, le journal de Montréal, c'est la même chose au final. Oh ouais. Juste les gens, des fois, ils ne savent pas. Là, mais... Si on vient ici, on prend celui-là, là, c'était quoi? C'est 33 10 0225. Fait que là, moi, je suis dans le code NAICS, Vincent. Je vais où, là? OK. 44-45 Retail Trade. OK. Pourquoi je prends 44-45? Parce que c'est basé sur l'enquête des ventes au détail. Non, je comprends, mais je veux dire, basé sur c'est l'industrie de toute la vente au détail en général. Mais il n'est pas encore dans ce numéro-là, ce 44-45, c'est ça, je comprends? Le 44-45, c'est pour toute l'industrie du détail. Là-dedans, il va y avoir un autre pour l'industrie du détail de l'alimentation. Fait que si tu cliques sur 44-45, là, tu vas voir les codes vont se recasser entre eux. Oui. Et là, tu vois, il y a 44-1, la vente au détail de pièces de véhicules. 44-2, les équipements, tout ce qui est furniture, appliances, toutes les choses que tu achètes pour la maison. 44-3, Food and Beverage Store. Exactement. Fait que là, tu vas 4-4-5. Là, tu cliques dessus. 4-4-5 se divise en 4-4-5-1, des épiceries. 4-4-5-2, les specialties, donc des épiceries fines, si vous voulez. 4-4-5-3, Beer, Wine and Liquor Store. Mais 4-4-5-1, tu peux le cliquer, puis ça va se diviser encore entre les dépanneurs, les épiceries et les supermarchés. Ce tableau-là, pourquoi c'est 0225? C'est ça, c'est le bout que je ne comprends pas. Le code du tableau, c'est juste le numéro du tableau, c'est pas le code NAICS. Parfait. Okay, c'est juste le numéro du tableau en soi pour que tu puisses retrouver la source initialement. Mais dans ce tableau-là, la division la plus basse qu'il y a, c'est 445, c'est-à-dire toute l'industrie de Food and Beverage Stores. C'est pas le code pour les supermarchés, c'est 44511. Avec l'itération d'avant, là, on a enlevé la SAQ, justement. Ouais. Exact. Là, avec cette itération-là, je suis capable d'enlever les dépanneurs. Exactement. On enlève les dépanneurs. Là, je suis rendu à 44511. Ça, c'est le plus bas que tu peux aller. Oui, parce que ça, c'est juste toutes les épiceries. Et encore là, les épiceries, pour la plupart maintenant, c'était pas le cas il y a 5-6 ans, mais pour la plupart maintenant, ont acheté des pharmacies. Oui, puis regarde, la dernière phrase, ça dit, là, je vais traduire en français, ces établissements incluent typiquement un éventail de produits non alimentaires, tels que des produits de papier, des toiletteries et des over-the-counter medication, non-prescription. Donc, des produits... puis ça, c'est des Tylenol, Advil. Tylenol, Advil. Mais ça n'inclut pas si, mettons,
quand les gens comparent, disons, fait que là, le journaliste dit, regarde les profits de métro. Les profits de métro, ce n'est pas les profits de l'alimentation. Il faudrait que tu remontes un niveau plus loin pour inclure la section des produits pharmaceutiques vendus au détail. Donc là, c'est-à-dire, il faudrait que tu dises, ben, OK, c'est quoi la pondération des activités de métro qui est avec ça, puis c'est quoi la marge de profit pour l'industrie? Ben, métro n'est pas exceptionnel en ce titre-là. Puis ça commence, je veux dire, je ne veux pas être plate, là, mais je trouve que c'est déplaisant d'avoir des chiffres qui mélangent l'épicerie et la pharmacie. C'est tellement pas des business qui se ressemblent tant que ça. Là. Même si les épiciers en ont acheté des pharmacies. Non, mais écoute, quand on crée les pas codes, le même monde, là. Quand les gens créent les codes, puis je deal souvent avec les gens de StatCan, puis j'en fais de la création de données. Ils ne pensent pas aux questions de comment les politiciens vont utiliser ça. Non. Eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est de créer des catégories qui reflètent des points concrets de mesures qu'on sait qui sont problématiques. Fait que, par exemple, comment tu t'assures comment est-ce que je fais pour cette entreprise-là est dans 2 secteurs d'industrie, comment est-ce que je l'inclus d'une manière qui est honnête? Comment est-ce que j'intègre les données? Comment est-ce que je m'assure de ne pas faire du double counting? Ou est-ce que là, je vais l'inclure 2 fois, donc pas juste de diviser en 2? Ben, c'est pas facile pour ces gens. De toute façon, ils essaient de trouver des méthodes qui sont les plus honnêtes. Mais après ça, les journalistes ne savent pas ça. Eux autres, ils n'ont aucune compréhension. Eux autres, ils font pas un graphique en se disant s'il y avait un politicien qui voulait utiliser un graphique pour dire qu'un tel, c'est un voleur, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui permettre? Fait que toi, ce que tu es en train de dire, Frank, c'est la raison pourquoi qu'un Loblaw se sent obligé d'inclure un graphique de même dans ses communications au site financier de presse, là, c'est justement à cause des politiciens qui cassent du sucre sur leur dos. Parce que dans un monde idéal, Loblaw ne sont pas obligés de dire ça à personne. Oui, puis tu as remarqué que les politiciens, souvent, ce qu'ils ont fait, ils vont prendre, si tu remontes le graphique, ils vont prendre ce qu'ils appellent, il y en a qui ont présenté, puis j'avais vu ça, de présenter le profit brut. Donc, comme si le profit d'une entreprise, c'était uniquement sur le coût du produit que j'ai acheté, puis ensuite que je revends, puis que je ne dois pas inclure le travail, que je ne dois pas inclure les taxes. Alors, à un moment donné, c'est un peu ridicule. Honnêtement, en français, je trouve honnêtement que c'est une mauvaise terminologie de dire profit brut. Tandis que tu n'as pas encore payé les employés, tu n'as pas encore payé ton pied carré, tu n'as pas encore payé tes taxes. Je trouve ça un peu stupide. Je pense que ça aurait été plus intelligent d'avoir un autre mot, mais ça, c'est de la nomenclature rendue là. À un moment donné, n'importe qui a fait un peu de finance, un peu, pas beaucoup, juste un peu de finance, le sait. Même pas de la finance, dans ce cas-ci, c'est de la comptabilité que tu devrais avoir vu au secondaire. Ouais, c'est basic, là. Non, mais c'est basic. Oh, ouais, t'as raison. C'est basic. Je m'excuse, je suis cruel, là. C'était dans économie familiale. Moi, je me souviens qu'on avait comment tu lis un état de compte. C'était ça. Puis c'est un état de... Là, là-dedans, il n'y a pas le EBIT, il n'y a pas la valeur d'équité, le gain de capital. Il y a juste, comme les différentes étapes de comment tu... Là-dedans, là, c'est l'équivalent d'un compte avec 7 lignes. Il y a 7 lignes, là, c'est tout. Le revenu brut. Après ça, tu as ton revenu brut, tes dépenses sur ça en différentes lignes, puis après ça, tes taxes, puis après ça, combien est-ce qui te reste au net dans ta poche. 7-8 lignes, mettons, gros max. Fait que si tu as fait un MBA, mettons, en Grande-Bretagne, tu es supposé comprendre comment ça marche. Tu sais quoi le pire? Mettons. Il comprend. Il le comprend. Il a capitalisé. Je pense que... On parle de PSPP, là, pour ceux qui ont un doute de 2 secondes. Il le comprend très bien. Il a capitalisé sur le fait qu'il ne serait pas challengé. Il a été surpris de voir qu'Éric Duhem l'a challengé. Ça lui a donné une belle opportunité parce que casser du sucre sur Éric Duhem, généralement, c'est payant politiquement. Donc, il l'a fait. Il l'a carrément traité d'ignare de classe mondiale. Quand même pas pire comme insulte. Ça lui a donné des points. En faisant ça, PSPP a gagné des points. Par contre, en répliquant à Éric d'aller lire l'article du journal 24 heures, là, il s'est ramassé sur le dos une armée, non pas de trolls, mais de gens qui ont dit « enough with that shit ». Là. Non, t'as peu, là. Ça marche pas, tes affaires. Non, on va dire les vraies affaires. Là, c'est assez de pointer du doigt un méchant capitaliste qui fait des profits. Là. C'est assez, là. Les articles, moi, que le journal pousse, là, dire les épiciers ont augmenté leur profit de 6 milliards au Canada, ou les profits sont maintenant de 6 milliards, puis hey, combien vous pensez qu'on mange de bouffe dans une année, les 36 millions de Canadiens?
C'est des peanuts, 6 milliards de profit. De quoi tu parles, buddy? Là? Ouais, puis tout le monde a compris aussi que dans le contexte actuel, les gens, ils limitent leurs dépenses au restaurant, donc ils achètent plus de bouffe à l'épicerie. Peu importe d'où ça vient le profit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'explique assez facilement. Oui, mais je comprends, mais je veux dire, quand tu arrives et tu as 11 ou 12 d'inflation, c'est logique de voir les revenus augmenter de 11 ou 12 Puis avec ce que tu viens de dire en plus, le changement de comportement des personnes qui vont amener peut-être même plus d'augmentation de revenus de ce côté-là, qui peuvent être contrebalancés par un autre effet. Puis on l'a vu. On a vu, par exemple, dans la chaîne métro, on a vu des métros fermer beaucoup dans les derniers temps, puis des Super C ouvrir. On a vu dans la chaîne de Provigo, il y a Lobla, même chose aussi. Ouais. dans la chaîne de Lobla, les Provigo fermaient, puis c'était des Maxi qui rouvraient. Il y a eu un transfert de type d'épicerie que le consommateur préférait entre... Vincent, tu as un bouton mute hein, sur ton chose. Oui. Ça fait son charme. Exact. Non, mais il y a eu un transfert du consommateur. Donc, éventuellement, les consommateurs ont été moins au restaurant, ont consommé plus d'épicerie. Et en plus, les consommateurs, de l'autre côté, pour contrebalancer ça, ont eu comme effet de quitter les épiceries un peu plus de luxe et d'aller dans des épiceries un peu plus bon marché, où est-ce que les prix sont plus faibles. Puis, tous ces impacts-là sont là. Mais éventuellement, quand tu regardes... Puis d'ailleurs, la chaîne d'épicerie qui voit ses profits baisser, c'est Empire. Empire, c'est le propriétaire de Sobeys IGA. Si vous allez au Québec, il y a toujours eu un bug que tu remarques assez frappant, c'est que quand tu regardes la chaîne de Métro, tu as Super C. Quand tu regardes la chaîne de Lobla, tu as Maxi. Quand tu regardes les IGA Extra, tu n'as rien. Ils n'ont pas de chaîne. Ils n'ont pas de low cost. Ils n'ont pas de low cost de leur côté. Et c'est une chaîne d'épicerie qui a vu ses profits baisser justement dans un contexte inflationniste. Parce qu'il manquait l'élément important pour continuer à faire des profits de leur côté. Donc, ce que ça nous dit, c'est que Lobla et Métro ont vu leurs profits augmenter grâce à leur chaîne low cost. Parce que la chaîne qui n'avait pas de low cost, Empire, a vu ses profits baisser. C'est quand même assez fou hein, quand tu y penses. C'est des hosties de crosseurs, hein, les épiciers. Ben, écoute, juste pour le fun, là, j'ai pris le chiffre que Yann vient de dire, le 6 milliards. Puis je vais l'arrondir à 6 milliards. Si tu le divises par le nombre de Canadiens, à moins que j'ai fait des... J'ai toujours un problème quand j'écris dans... 36 millions de Canada. 36 millions de Canadiens, OK. Juste être sûr, j'ai écrit 6 milliards comme faux dans Excel. Je l'ai divisé par 35 millions, fait que là, je vais le diviser par 36. C'est 166 $. Si tu donnais tous les profits en termes d'alimentation, c'est 166 $ de moins de dépenses. Le panier d'épicerie a augmenté de plus que 166 $. Écoute, la famille, le ménage de une personne au Canada dépense 7 700 par année par personne. OK? C'est sûr pour une personne. Puis un ménage de 6 personnes dépense 21 700 en moyenne. Donc, quelque part entre 7 700 et 21 700. Fait que sur le panier d'épicerie de 7 700 $ qu'on a par personne, au total, on a 166 $, c'est des profits. Exactement. On a-tu besoin de taper un podcast d'une heure pour l'expliquer pour vrai? Là? Non, mais te rappelles-tu le chiffre des impôts? C'était quoi le montant de la méchante baisse d'impôts de M. Legault? Là, que fallait pas baisser les impôts, ça allait donner tellement peu aux gens, puis ça allait être atroce. C'est quoi le montant, Frank? 3 milliards. Oui, mais j'ai le montant pour la personne qui fait le revenu moyen au Québec, ça représente à peu près 378 piastres. Oh mon Dieu! La baisse d'impôts était trop petite pour être importante, mais 166 $, ça c'est correct. Ça c'est correct. Hey! Hors de proportion, là, je veux dire. Exact. Si la baisse d'impôts était trop petite pour être importante, ben ça veut dire que selon votre propre critère, c'est trop petit pour être important. Ah, que j'adore. Excuse, mais sur une dépense de, mettons qu'on la met entre le 7 700 puis le 21 700, disons 15 000 pour la cause. Je veux pas être plate, là, mais 15 000, tu mets ça dedans, c'est à peine quoi? Ça va arriver à 1,1% de toutes vos dépenses, là, pour le ménage moyen canadien, c'est le profit des méchants. Des méchants! Je veux dire, à un moment donné, là, c'est pas une industrie collusive. Là. T'as vu une industrie collusive? Le style d'erreur du journal 24 heures là, qui ont mis dedans les compagnies d'alcool qui vendent de l'alcool, qui sont des monopoles d'État, ben,
Je trouve que c'est d'une ironie incroyable. Pour prouver qu'il y avait un monopole dans les épiceries, il a fallu qu'il inclue le monopole d'État. C'était ce tweet-là, juste pour remettre là, les gens en contexte, parce qu'au moment où le podcast va être rendu public, là, ça va faire un bout. Tout ça s'est passé le 13, 14, 15 décembre. Allons-y de même. Là. Donc, toi, tu dis, le journal 24 heures présente un graphique malhonnête dans son plus récent article afin de mousser une sorte d'indignation contre les marges de profit de 1,5 à 3,5 des épiceries. Cependant, les données qu'ils ont utilisées, ce ne sont pas celles pour les épiceries. Voyez-vous, c'est un peu ce qu'on expliquait au début, on utilise les codes Cyan pour classifier les industries. Le chiffre est comme un arbre. Moins il y en a dans le nombre, plus on est proche d'une grosse branche. Par exemple, le code 445, tout ce qu'on expliquait tantôt. Donc, c'était ça. Puis là, tu disais, en gros, selon le chiffre que tu utilises, là, ça pourrait inclure les dépanneurs, les épiceries, mais aussi les magasins spécialisés, les magasins, les magasins de bière, les genres de Chaloux de ce monde et autres, vins spiritueux, donc la SAC, la LCBO. Donc là, les chiffres ne sont pas pantoute représentatifs de la réalité. Là. Exact. Yep. Puis même, rappelons-le, même quand on décortique le chiffre au plus petit dénominateur qu'on peut aller chercher, il reste encore des pharmacies là-dedans. Yep. Qui ont des marges plus élevées. Mais par contre, pour arriver au chiffre qu'ils avaient, là, juste pour dire, savez-vous, parce que là, quand tu dis magasin de bière, vin et spiritueux, à l'exception de l'Alberta, ça, ce que ça veut dire, c'est des monopoles d'État. OK? Il n'y a aucun chiffre, il n'y a aucun no way around this. Ben, marge de profit 2012 pour les alcools, 30,1. 2013, 29,3. 2014, 29,2. Puis ça reste pas mal autour de ça. Puis en 2021, 27,6. Fait qu'au final, là, si tu en veux un monopole qui augmente une partie du coût de l'alimentation, ben c'est un monopole d'État. Ouais, il n'y a jamais de rabais dans ces places-là. Non. Moi, ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie d'aller à la SAQ chercher une bouteille et qui était à 55 de rabais cette semaine. Comme ça m'arrive à toutes les semaines au Maxi, au Super C, où tu arrives, tu fais « Ah, cette semaine, la dinde est à moitié prix. » Autre truc aussi que ça n'existe pas d'un truc du gouvernement. Quand tu fais l'IPC, l'IPC, ce qui se passe, c'est que tu as des gens qui vont dans les magasins et qui collectent les données de prix. Ils achètent le panier type au Canada. Même pas le panier type. Ils font juste prendre tous les trucs, mais ils font juste scanner le prix qui est écrit sur un truc. Ils ne tiennent pas compte de savoir s'il y a des rabais que les gens vont avoir. Mais aussi, ce qui est assez intéressant... Quand tu parles de rabais, c'est les points optimum, les bonnies dollars... Ils ne peuvent pas le compter parce que les consommateurs changent leur comportement en fonction de sur quoi ils s'attendent à avoir des rabais. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que la proportion des rabais a augmenté dans les dernières années. Puis généralement, quand tu as des rabais comme ça, ce qui se passe, c'est que ça veut dire que tu as un marché qui est de plus en plus segmenté, puis tu essaies de trouver le consommateur. Fait que tu sais, les consommateurs comme moi qui n'ont pas une tonne de temps pour faire du shopping around, ben, ils vont dire chalet côté profit. Là. Ben oui, puis ça fait du sens parce que moi, je préfère pas avoir à perdre du temps pour shopper entre 8 différentes places. Je trouve une place que je suis confortable avec, puis that's it. Puis la couponneuse qui arrive avec son cartable, ils font pas une crise de scène avec. Là. Yep. Ça, vous l'avez compris depuis longtemps. Là. Ça veut juste dire que le coût de segmenter le marché, grâce aux technologies de l'information, a baissé. Donc, d'être capable de charger tes consommateurs, ou même, puis ça, c'est pas juste en termes de coupons, c'est que tu as des épiceries maintenant qui font des trucs uniquement pour certains types de consommateurs. Ouais. Tu vas chez IGA, tu remarqueras que le revenu moyen, tu peux juste regarder la madame au IGA, tu vas voir que c'est pas la même madame que si tu vas dans un plus super... de fourrure sur son manteau. Son manteau est un petit peu plus beau, il y a un beau Canada Goose. Tu vas chez Maxi, tu vas avoir quelque chose de complètement différent. Mais là, c'est pas des préjugés. Maxi, c'est une épicerie de millionnaires. Ceux-là qui veulent être riches plus tard, là, allez chez Maxi. Ça sert à rien d'aller Moi, aux États-Unis, il y a une épicerie que j'aimerais qu'il soit au Québec, ça s'appelle Aldi. Okay? Aldi, tu rentres dedans, puis tu n'as aucun service. OK? Tu as zéro service. Tu prends tes affaires, tu arrives à la caisse. Le gars, il ne te met pas dans un sac. Le gars, il fait juste les crisser dans un autre panier super vite. Ça prend 30 secondes. J'ai une épicerie comme de gigantesque à faire. Ça, il prend 30 secondes. Il les a toutes foutues dans le panier. Ça, il me donne le panier puis il dit « Va l'emballer ». Puis il me pousse là, pour que je m'en aille de la caisse puis qu'il passe au Mexique, au Québec. Au final, dans l'épicerie au complet, il y a peut-être 5 employés à n'importe quel moment. 5. OK? Tu as zéro service. Si tu demandes où est-ce qu'il y a quelque chose et ils ne savent pas, ils te disent de t'arranger. C'est ça que je veux! J'ai pas envie de gosser. Au final, mon épicerie, avant, j'allais dans un autre Giant parce que je ne savais pas qu'Aldi existait. Giant, je fais à peu près 25-30% de plus.
Puis c'est comme le IGA fancy. Puis j'allais tout le temps là. Mais il y a des repas préparés, il y a plein de labor additionnel. Je pouvais avoir des viandes prêtes. Fais-tu un détour pour ton steak? Mon steak, j'ai trouvé une place. J'ai trouvé un gars, un arabe, une petite épicerie arabe qui fait quelque chose de vraiment fancy. Fait que Nice. il y a des choses sur lesquelles je veux dire, du papier de toilette, j'ai pas envie de dépenser une fortune là-dessus, puis il y a des choses que je me sac comme il faut. Mais Ouais, le steak, je suis prêt à dépenser un petit peu plus. On fait pas du steak and egg avec, avec de la steakette écrasée au marteau ou à la bouteille de bière, puis que tu mets ça dans le micro-ondes, il y a juste... Non, c'est ça. je suis pas un fait Chris, là. Mais le pire dans tout ça, là, entre vous et moi, mettons qu'on se met dans la peau du politicien. Ils ont utilisé l'épicier comme représentant du méchant capitaliste avec le chapeau haut de forme, la canne et le monocle. Oh ouais, c'est carrément ça. Par contre, c'était à peu près la pire des industries à utiliser. Ah oui, solide. C'était loin la pire parce que c'est une des industries avec les plus petites marges. Si tu veux dénoncer les profits, je pense que tu t'attaques justement aux pharmacies, tu t'attaques aux cosmétiques, tu t'attaques à l'alcool. Ah non, tu peux pas, c'est le monopole d'État, on va pas là. Tu t'attaques au pétrole. S'attaquer au pétrole aurait été plus brillant. Mais la raison pourquoi on s'attaquait aux épiciers, c'est que ça connectait plus avec le grand public, cette attaque-là, parce que tout le monde connaît les prix à l'épicerie sur le bout de ses doigts. Exact. Mais tu remarqueras qu'ils choisissent toujours, parce que là, on est rendu au deuxième secteur. C'est purement politique, là. Mais on est rendu au deuxième secteur où on vise des boucs émissaires. Le premier, c'était lequel? C'était le logement. On en a déjà parlé. Donc, pendant un bout, l'épicerie, ça n'existait pas. De quoi les médias parlaient, les politiciens parlaient, c'était qu'il fallait trouver des boucs émissaires. Donc, les salles proprios qui abusent des locataires. Airbnb, plateforme américaine qui est dangereuse, loue des appartements pas propres, pas sécuritaires, tout ça. Et ça permettait un peu à tout le monde de se trouver son bouc émissaire là-dedans. Donc, certains disaient, c'est Airbnb, c'est les méchants propriétaires. D'autres disaient, si vous avez de la misère à vous trouver un logement, c'est de la faute des immigrants. Mm-hmm. Et les gens qui arrivent là, dans un container en bambou, là, ils vous volent vos places dans vos appartements. C'est à cause d'eux autres, vous n'êtes plus capable de vous trouver de la place. Et chaque fois... c'est ça, ils ne volaient pas vos jobs, mais là, ils volent vos maisons. Exact. Ben ça, c'est le discours évolue. De temps en temps, ils vous volent vos jobs, puis la fois d'après, c'est qu'ils ne travaillent pas. Ça, j'aime tout le temps ça. C'est l'immigrant de Schrödinger. Simultanément, ils ne travaillent pas et simultanément, ils vous volent votre job. Oui, parce que c'était ça, là, le monsieur de la CAQ là, de Trois-Rivières. Là, il disait « respecte pas nos valeurs, puis ils ne travaillent pas. » Puis l'autre fois d'après, ils vous volent les jobs. Ils volent les appartes. Ils volent les appartes, mais aussi, ils restent dans la rue. Mais tu vois, c'est encore une application du Geloso Tree. Il faut vraiment qu'on popularise ça. Question, est-ce que vraiment c'est un problème? Ah, mais là, c'est pas rendu à question 1. Non, mais pas juste pour les immigrants, là, pour les épiceries. Là, je parle des profits des épiciers. Dans ton Geloso Tree, la question 1, on n'a même pas fini de la poser. Même pas. Mais mettons qu'on disait là, que peut-être qu'il n'y a pas assez, peut-être qu'il pourrait avoir plus de concurrence. Étape 2. Est-ce que le secteur privé est capable de réduire ça? Il y a très peu de barrières à l'entrée. 3. Est-ce que l'État fait quelque chose qui empêche la situation? Shit, oui! Des permis d'épicier, des tarifs à l'importation, des barrières sur des cadres réglementaires généraux là, qui s'appliquent à toutes les industries, mais qui affectent plus lourdement les PME. Ça, c'est toutes des choses qui font que tu as moins de concurrence, puis que tu fais en sorte que tes gens ne peuvent pas se spécialiser, d'offrir des services. La loi sur les heures de commerce. Une des manières que les épiceries se font compétition, c'est pas juste sur les prix. C'est stupide de penser que les gens se font juste compétition sur les prix. Tu fais compétition sur le panier de services au complet, puis tu spécialises dans un truc. Il y a des gens, genre mon chum Axel Rioux, qui est mon exemple additionnel, qui ne va jamais dans une épicerie avant 3 heures le matin. Je veux dire, le gars, je pense qu'il n'a jamais été. Il va à l'épicerie entre 3 heures le matin et 6 heures le matin. Je ne sais pas pourquoi, là. Puis c'est un être humain normal. Mais il y a comme lui, 16 heures, c'est ça. Mais s'il veut juste y aller la nuit quand il n'y a personne parce qu'il ne veut pas parler à d'autres êtres humains, tu y vas dans des heures comme ça, parce que dans ces heures-là, peut-être tu vas payer un peu plus cher parce qu'il y a plus de staff, il y a plus d'équipement, mais aussi tu es en train de choisir un type de client qui veut le service d'y aller tard le soir. Puis tu vas payer un peu plus cher pour une épicerie. Mais le fun de vivre en ville, les épiceries ouvertes la nuit.
Ben, aux États-Unis, il y a des places que c'est tout à 24 heures. J'ai pas ça, moi, à Lévis, là. Je veux ça. Tu as la loi sur les heures de commerce, mais ça a l'air stupide, mais c'est une manière de réduire la concurrence. Tu empêches un type de service différent d'émerger et là, qui choisirait d'attirer des consommateurs. Peut-être qu'il y a des gens qui vont à l'épicerie normalement, mais ils se disent, je voudrais juste y aller. Je veux y aller après que les enfants soient couchés, quand tout va être tranquille. Je n'ai pas envie d'y aller avec les enfants le samedi. Ça ne me dérange pas de payer un peu plus cher. Je veux juste y aller le soir. Mais ce client-là, avec les lois sur les heures de commerce, n'a pas cette option-là et doit donc aller à un type d'épicerie qu'il ne veut pas. Et donc, il n'y a pas de concurrence à l'épicerie, moins de concurrence pour l'épicerie qu'il se sent obligé d'y aller. Mais la loi sur les heures de commerce a un effet de limiter ça. Ben, tu as raison, parce que moi, j'y vais à l'épicerie le soir, là, souvent à 9h, entre 9h et 10h, et tu as une caisse d'ouverte à cause de cette foutue loi-là. Puis tu te trouves à faire un peu une file, même s'il ne devrait pas avoir de file. Non, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de monde dans l'épicerie, mais il y a une file parce qu'il y a juste une personne. Oui, non, c'est complètement ridicule. Mais tu sais, comme dans le cas des logements, tout le monde a un toit sur la tête. Que ce soit une maison ou un appartement ou vivre chez un ami, mais tout le monde reste quelque part. Mais tout le monde s'alimente aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils choisissent spécifiquement ces secteurs-là. C'est du populisme. C'est du populisme parce que demain matin, si tu arrives, mais c'est juste Donald Trump qui est méchant quand il fait du populisme. Oui, exact. C'est juste les gens de droite qui font du populisme. Juste les gens de droite. Le populisme de gauche, c'est noble, c'est vertueux. Et le complotisme de gauche n'existe pas. Exactement. Dès que il y a une ligne sur le spectre politique que dès que tu la franchis, tu es anobli. Tu es un membre de la noblesse. Juste finir sur ce point-là, c'est ce que j'allais dire, c'est que vous savez, les auditeurs, vous comprenez que si PSPP, il commençait à dire « Hey, là, dans le secteur de la cordonnerie, il y a vraiment un problème de profit. » Tu sais, tout le monde s'en fout. T'es comme la dernière. Je me souviens même plus la dernière fois que j'ai été à faire réparer des bottes chez le cordonnier. Tu sais, c'est trop edgy, ou je sais pas, moi, les gens qui vendent des tables de ping-pong, là, ils exagèrent vraiment, sont rendus. J'ai regardé le courbe de. Tout le monde s'en fout. Donc, sauf que là, l'épicerie, les gens la font, ils sont choqués de voir les hausses de prix. Une fois par semaine? Une fois par semaine. Et c'est un poste budgétaire pour les gens qui sont à faible revenu. C'est un poste budgétaire qui est d'autant plus important. Encore plus si tu as des enfants puis une famille, des gens à charge. Populisme pur, parce que c'est du populisme pur. Parce que, tu sais, pourquoi ils font pas ça avec les magasins de linge, mettons? Ben, tu te dis, bon, OK, parce que les gens, ils s'habillent quand même moins sous. Tu ne vas pas à toutes les semaines t'acheter, ben, certains le font, là, mais tu ne vas pas à toutes les semaines t'acheter des bottes ou t'acheter du linge. C'est généralement les gens, peut-être, je sais pas, 2 fois, 3 fois par année, en moyenne. Donc, c'est pas le même impact. Sauf que là, tu y vas toutes les semaines, certains, des fois, 3 fois par semaine. Genre, je connais des gens, ils vont à l'épicerie plusieurs fois par semaine, là, parce qu'ils n'aiment pas faire des grosses épiceries. Ils aiment ça y aller plus à la pièce. Ben là, chaque fois, tu vois les prix. Là, tu dis, c'est plus cher que l'année passée. Hein. Je me souviens, l'année passée, je payais 3 piastres et quelques. Pour ça, c'est rendu à 5 piastres et 25. Les gens oublient les choses qui payent moins cher. Ils oublient. C'est ça. Fait que là, tu sais que tu es dans un secteur, tu es dans un secteur de l'économie que ça fait réagir les gens parce que ça les touche directement puis ça touche tout le monde. Fait que c'est très facile de trouver un bouc émissaire. Ouais, le bouc émissaire, c'est toujours le même. Quand tu écoutes parler, c'est toujours la même recette. Le bouc émissaire, c'est pas compliqué. C'est jamais le gouvernement. C'est jamais le gouvernement. Jamais, 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 jamais. Je ne sais pas s'ils vont pousser l'odieux jusqu'à nous dire à un moment donné que le prix de l'alcool, c'est à cause des producteurs qui nous volent. Oh, ça va venir. Dans le fond, les gens qui brassent du gin, là, c'est des voleurs. Puis là, tu te dis, OK, j'ai regardé le truc. La SAQ lui donne 8-10$ pour une bouteille qu'ils vont vendre 45-50. Le gars, à la fin, il reste genre 1$ ou 2$ par bouteille de marge. Il n'a même pas encore payé nécessairement tout. Mais celui qui prend le 30$ à rien foutre, lui c'est pas grave. Ben non, parce que comme disait Elsie Lefebvre, aka José Legault 2.0, tout ça va dans le panier de service. Ouais. Mais là-dedans, j'ai tellement cette expression. Là, le fait que vous souligniez le populisme est vraiment important dans cette histoire-là parce que quand tu arrives puis tu dis OK, là, le coupable, voici c'est lui, puis ce coupable-là, il n'osera même pas se défendre. Puis là-dessus, les épiciers sont poches un peu. Moi, je veux dire, PSPP les a accusés carrément d'être membres d'un cartel. Et où la mise en demeure? Je m'excuse, là. Ah, mais moi, j'aimerais ça avoir. Aux États-Unis, ça arrive, ce que tu dis, là. Il y a des gens qui sont amenés au Congrès, puis il y en avait un, c'était Schultz, qui était l'ancien PDG de Starbucks. Puis
il se faisait écœurer par Bernie Sanders, puis il fought back. Il dit I'm not doing this out of charity. Puis là, il dit we have to make a profit to make things work. And the only way we make profits is to provide a better service at lower prices. And this is what we've been doing for years, and find customers who want the product we deliver. That's what we do. And what you say, sir, is what makes countries poor. It's what makes societies poor. J'aimerais ça en avoir un qui aurait dit, écoutez, moi, ma job, c'est de fournir de l'argent, de fournir des aliments pour les gens. Je ne le fais pas de générosité de cœur, je le fais parce que je veux que quelque chose paye mon hypothèque. Puis, ça prend du travail, ça prend de l'effort, puis on a de la concurrence, on en a tout le temps. La marge de profit, les chiffres que vous dites, c'est de la bullshit, c'est 2% par année. C'est ça notre profit. Vous voulez dire le gros chiffre, mais vous êtes des populistes de gauche. Puis vous, là-bas, vous êtes un populiste de droite. Puis vous êtes toute une bande de crottés. J'aimerais ça. Moi, c'est clair. Le gars de métro, là, moi, sérieux, j'aurais tellement répondu à l'autre du NPD. Là. Ouais, mais vous trouvez pas ça indécent que votre salaire soit 155 fois ou 150 fois plus élevé que celui d'une caissière? J'aurais dit, oui, mais monsieur, savez-vous ce que ça me permet? Ce salaire-là, ça me paye pour endurer des questions d'insignifiants comme la vôtre. Exactement. C'est pour ça qu'il est payé cher de même. Parce que la caissière ou le caissier ou l'emballeur ou le gars qui passe le balai dans le mop, il n'est pas convoqué en commission parlementaire pour se faire traiter de voleur par des députés abrutis. Mais la raison pourquoi c'est autant du populisme, c'est qu'on joue sur les sentiments de l'être humain les plus déplaisants. La jalousie, principalement. Yep. C'est la jalousie qui est mise de l'avant. C'est pas la connaissance économique, c'est pas le raisonnement, c'est la jalousie. C'est une mauvaise façon de faire de la politique. C'est une mauvaise façon d'aider les Canadiens à comprendre comment l'économie fonctionne, à comprendre comment l'inflation fonctionne également. Puis moi, ce qui me fait le cul en quatre, là, c'est quand tu arrives, puis tu sais, un gars comme Éric Duhaime, il n'y en a pas 200 à propos de solutions à son côté. Il ne proposera pas des solutions incroyables pour les prix en épicerie. La réalité, c'est que c'est un marché qui est quand même assez efficace. Sauf que quand il dit, en baissant les taxes sur l'essence ou la bourse du carbone ou la taxe sur le carbone, je pense que ça aura un impact positif, puis qu'il se fait traiter de populiste à ce moment-là, ça me fait le cul en quatre. Parce que sacrifice, il a raison. S'il baissait ces taxes-là, ça aurait un impact, oui, sur l'essence que vous achetez, mais également à l'épicerie. Mais tu parce vois, qu'il y a du transport. Là. C'est là que tu vois que... Bon, je sais que vous la connaissez, cette histoire-là, mais je pense qu'elle vaut la peine d'être contée. Frédéric Bastiat est probablement l'homme qui a été élu dans une législature dans l'histoire de l'humanité qui était le plus brillant. Parce qu'il était d'un sarcasme que je trouve légendaire. Une fois, quand il s'est présenté, il a présenté la pétition des fabricants de chandails. Je vais lire la pétition complète parce que c'est d'une beauté. Vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Ben, Frédéric Bastiat se fait élire où, quand, en comment? France, 1845, député libéral français. Parfait. Et il dépose une pétition qui s'appelle la pétition des fabricants de chandelles, bougies, lampes, chandeliers, réverbères, mouchettes, éteignoirs et des producteurs de suif, huile, résine, alcool et généralement tout ce qui concerne l'éclairage. Pétition. Nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger placé à ce qu'il paraît dans des conditions tellement supérieures aux nôtres pour la production de la lumière. Je vais sauter un petit passage. Ce rival n'est nul autre que le soleil. Et là, toute la pétition, c'est comment est-ce qu'il faut qu'on mette des tapis sur les fenêtres, qu'il faut qu'on bloque, qu'on crée des massifs protecteurs dans les villes au-dessus, des dômes pour nous empêcher de voir c'est la lumière qui tue nos concurrents, nos industries nationales, de toutes les industries qui viennent d'être mentionnées. Et c'est d'un sarcasme. C'est d'un sarcasme parce qu'il dit d'une manière complètement sarcastique. Il défend avec verve la position qu'il faut faire ça en utilisant tout le langage de l'autre côté, une sorte de test de Turing. Ouais. Et cette pétition-là est devenue légendaire. Elle a été reproduite plusieurs fois. Et même une fois en 2008, c'était un de mes moments préférés de la campagne présidentielle. Hillary Clinton avait signé une pétition pour protéger les chandeliers américains. Sans savoir cette histoire-là, puis tous les gens qui sont dans la tendance libérale se sont amusés à lui rappeler cette histoire-là. Un peu, dans quel contexte qu'elle signe ça? C'est quelqu'un qui était sénatrice à l'époque? Oui, je sais, mais elle avait déposé la pétition au Sénat.
OK, ou quelque chose comme ça, ou il y a quelqu'un- parrainer la pétition. OK, Ah, c'est c'est bon. fait troller, là. Non, mais elle s'est. Non, c'est pas fait troller. Elle s'est auto-troller, là. Se faire Oh, troller, ouais. ça veut dire que tu as dit quelque chose, puis les gens t'ont attaqué après. C'est que là, c'est. Elle s'est ouvert la porte. Oui, oui. Puis j'aimerais ça que quelqu'un fasse des choses comme ça. J'aimerais ça, tu sais, qu'il y ait un député qui fasse des choses de même. Ou Ah, quelqu'un. c'est Moi, je faisais délicieux. l'exercice. L'Institut ne voulait jamais que je fasse ça. Quand il y avait des communiqués protectionnistes qui sortaient, je voulais qu'on remplace le mot québécois par le mot blanc. OK, je comprends pourquoi ils t'ont dit non. Tu peux voir. Puis que toutes les compagnies, tous les étrangers devaient être les Noirs pour montrer que c'était la même chose. Si tu trouves que c'est offensant de faire ça sur la prémisse de race, ben pourquoi c'est différent avec le La langue. reste? Pourquoi c'est différent avec la langue? Ah, c'est Pourquoi ça. c'est différent avec... Je veux dire, c'est Mais- toutes des choses. Puis je comprends pourquoi ils me l'ont dit non. Puis quand je proposais ça, j'avais 23, 24 ans quand je rentrais. C'était ma première job à l'Institut à l'époque. Cocky Geloso. J'étais beaucoup plus cocky que maintenant. Mais c'est le genre d'affaires qu'il faut qu'on fasse. À un moment donné, il faut réaliser que si tu leur fais montrer qu'ils font l'appel à cette émotion dégueulasse, à cette jalousie, que tu es capable de leur montrer que c'est uniquement le reflet d'une chose qu'eux-mêmes dénoncent quand c'est de l'autre bord de la clôture, Ah, ben c'est là, carrément ça. ben là, c'est comme une manière d'humilier Oh, oui, sans, ben c'est là, c'est sans ça que j'allais être dire. méchant. Dans le sens que tu n'es pas en train de dire ignore, ou tu n'es pas en train de dire tu es un imbécile, ou tu es juste en train de dire est-ce que tu réalises que ce que tu dis, c'est ce que tu dénonces. Ah, ouais. Puis tu Comme devrais disait- peut-être penser. Des fois, là, l'humiliation, ça donne le moment de John Turner versus Brian Mulroney dans le débat de 1984. You had a choice, sir. You had a choice. You could have said no. Puis là, l'autre dit I didn't have a choice. Puis c'est ça qui a gagné l'élection à Brian Mulroney à toute fin pratique. Ben, Est-ce quand que tu es c'était capable d'avoir un moment comme ça, c'est ça qui fait que tu gagnes la bataille des idées. Mais ça nécessite un effort rhétorique et une maîtrise du sarcasme, une maîtrise de tourner une phrase rapidement. Puis je pense que tous les gens qui ont l'intelligence de faire ça, malheureusement, n'iront jamais en politique parce que ce type d'intelligence-là est très bien rémunéré sur Ouais, le marché. c'est- Mais ça on qui est le pourrait avoir problème. des CEO le faire, par contre. Ce serait le fun qu'il y en ait. Ouais, ça J'aimerais serait le ça. temps qu'il y ait une coupe de. On serait dû pour avoir quelques Elon Musk là, en termes de. Oui, Elon Musk est une... Lui, il fait ça. Lui, il ridiculise beaucoup. Oh, ouais. Des fois, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais tu sais, au final, le fait est que Oh, ouais. quelqu'un qui réplique, C'était malade, là, le C'était truc beau. sur le scène là, quand il a dit si jamais vous essayez de me blackmailer, j'ai juste un message pour vous autres. Fuck Go fuck yourself. C'est juste magique. Ah, Et, puis tu vois que le en- journaliste, il n'était pas du tout prêt à ça. Non, Il a- non, il était- tu sais, non, généralement, il était vraiment pas prêt, là. quand tu es candide puis tu es capable de répondre férocement, ben les gens. Ben, en plus, c'est pas ce que j'ai mis, c'est Hi Bob! Quand il Ouais. parlait au gars de Disney. Parce que c'est ça. Je sais pas si vous avez cliqué sur ça à un moment donné, Ouais, juste ouais. après avoir dit ça, il dit allô à Bob Iger de Disney, qui était en train de celui qui voulait le boycotter. Moi, je trouvais que c'était genre. Ah, Écoute. c'est magique. Ah, c'est délicieux. Écoutez, là, pour les prochains, en fait, pour les podcasts qu'on enregistre en ce moment, on est juste avant les fêtes de notre côté. Les gens qui sont sur YouTube les ont avec délai, comme d'habitude. Donc, il n'y a pas de partie Patreon spécifique donc, pour ces podcasts-là parce qu'on en enregistre en rafale. Donc, les gens sur Patreon, vous avez quand même l'avantage de les avoir en primeur avant tout le monde. Les gens sur YouTube, ben, ça ne change pas grand-chose pour vous. Mais en terminant sur ce sujet, avant qu'on passe à un autre enregistrement, ce qui leur donne du fuel aux gens comme PSPP, et c'est toujours le même exemple qu'ils reprennent, c'est l'histoire du cartel du pain. Carrément. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, parce que là, ça, c'est leur seul exemple, en fait, et ils ne se gênent pas, hein, ils pluguent partout. Ça a été prouvé, il y a eu un cartel du pain, puis là, des gens se coalisaient pour définir le C'est la prix. raison pourquoi ça prend un bureau de la concurrence québécois. Québec. Hey, by the way, petite parenthèse pour Vincent, petite taquinerie. Dans le budget de l'an 1 du PQ, c'était pas censé marcher cette affaire-là parce qu'on prenait les fonctionnaires fédéraux puis on les réengageait pas au provincial. Yep. La prémisse qui était dans Oui. ça, il faut quand même le souligner, c'était qu'il y avait un commitment qui était très clair, qui était proposé dans le document. Ouais. Je pense pas que maintenant il est très clair Ben là, il a créé 3 ministères depuis ce temps-là, lui. Là. Oui. Ben là, le bureau de la concurrence fédérale, on va le dédoubler avant le référendum. Mais je me souviens, je devrais aller re-regarder leurs documents. Je ne me souviens pas s'ils avaient parlé du bureau de la concurrence fédérale, qui soit dit en passant avec le CRTC est l'une des 2 agences que je voudrais abolir complètement.
Je ne crois pas qu'il devrait avoir de bureau de la Ah concurrence. ouais? T'es Ah pour oui. ça, toi, les gens qui manipulent les prix, Vincent? Non, parce que le bureau de la concurrence a plein de belles exceptions qui lui empêchent de faire des enquêtes sur les cartels qui sont encouragés par l'État. En fait, dans la Comme disposition quoi, de la Vincent? loi, ben, ils n'ont pas le droit de mentionner les barrières que l'État impose à la concurrence. C'est littéralement dans les directives. Est-ce qu'ils ont le droit d'enquêter sur les prix abusifs de la SAQ? Non, parce qu'il y a une exemption sur certaines Le sociétés. sirop d'érable, le lait, tout ça. Ben, c'est ça, il y a une exemption pour la gestion de l'offre. La gestion de l'offre est un secteur. Ah! Donc, il y a à plein quoi ça sert un d'exemptions. bureau de la concurrence dans ce contexte-là? Ben, si tu regardes l'histoire des lois de la concurrence, les lois de la concurrence, c'était rarement des lois qui étaient construites pour protéger le consommateur. C'était souvent des lois qui étaient initialement cooptées par des gens qui essayaient d'avoir des lois qui étaient anticoncurrentielles. L'origine au Canada, c'était ça, en fait. C'était... tu le vois même dans le document initial des témoignages à la commission parlementaire sur ce qu'ils appelaient les combines. Ben, tu avais un gars qui disait que lui, il n'était pas capable de faire un living profit parce que l'autre gars qui faisait, il vendait bien moins cher que lui. Ouais. Mais là, la fin même... du pain, ça vient faire quoi là-dedans? Là? Pourquoi les autres utilisent ça systématiquement en disant... Ben, parce que c'est un des instances, parce que c'est très clair que... Excusez, il y a un bruit de fond là, très fort. C'est les gens d'entretien paysager qui sont dehors chez moi. Mais... Ouais, parce que t'as pas de neige, toi. Hein? Ouais, ben c'est ça, c'est juste... ils nettoient les feuilles présentement. Mais... il y a 2 pieds de neige en avant de ma maison. Les compagnies vont toujours essayer de faire de la collusion. C'est fréquent que les compagnies veulent faire de la collusion. Il n'y a aucun économiste qui dit que les compagnies sont comme des anges qui se comportent de manière concurrentielle. Il n'y a personne qui dit ça. Ce qui se passe plus, c'est que les compagnies, c'est quoi qui empêche qu'ils fassent en sorte que la collusion casse rapidement? Ben, il faut qu'il y ait des barrières à l'entrée. Il faut qu'il y ait peu de joueurs. Il faut que le bien soit relativement homogène. Il y a plein de conditions comme ça qui facilitent la collusion. Mais la seule job de l'État, c'est d'enlever le plus de barrières possible au challenge parce que ça, c'est la chose qui fait que ça fonctionne rarement. Dès que tu as un challenge extérieur possible, c'est fini. C'est fini la seconde que tu as quelqu'un qui est en dehors du cartel qui décide « Ah, tout le monde a monté leur prix. Well, hello everyone, huge rebates! » Ben, vous le voyez avec même l'OPEC, qui est le plus gros cartel au monde, si on veut, ont de la misère à être disciplinés dans leur cartel. Là. Ah oui. C'est très difficile d'être discipliné. Il n'y a rien de plus homogène que le pétrole. Je m'excuse, là. S'il y a un secteur dans lequel la collusion devrait être facile, théoriquement, c'est ça. Mais ce ne l'est pas. Puis en plus, soulignons qu'on dit que c'est un cartel du pétrole. C'est un cartel des sociétés d'État qui produisent du pétrole. Parce que tu regardes les membres de l'OPEC. Venezuela, l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est des compagnies privées qui se font concurrence? Nope. Non, c'est toutes des sociétés d'État qui utilisent, qui sont en toute fin pratique un bras politique. Les Russes sont-ils là-dedans? Je pense que oui. Ah. C'est l'histoire du cartel du pain. Là. Laissez-vous pas berner. Là. L'histoire du cartel du pain, là, c'est Métro qui a poursuivi l'Oblast. En train de relire un peu les détails de ça. C'était une guerre entre deux business. Là. Essentiellement, ce truc-là. C'est Métro qui a poursuivi l'Oblast en disant qu'il y avait un mécanisme où il fixait les prix sur le... D'ailleurs, je trouve ça quand même très drôle là, que le chef du PQ, là, tout d'un coup, s'inquiète de la concurrence puis il nous dit que hey, quand il n'y a pas de concurrence, là, les prix sont plus élevés. Mais bravo! Hein? C'est drôle qu'il nous dise ça, puis la semaine d'avant, il nous disait qu'il fallait abolir les écoles semi-privées. Super. C'est vraiment super. Le raisonnement en arrière de ça est A1. Impeccable. Ah, mais la cohérence chez les politiciens, c'est... Rappelle-toi, quand tu veux gagner, c'est pas important. C'est pour ça que je dis, il faudrait que je me fasse élire une fois, puis je promets que... en fait, j'aimerais bien mieux être conseiller législatif et sénateur que député, parce que j'imagine mon slogan « Unelected, unaccountable, unfucking believable ». Tout ce que c'est, je garantis, là, si jamais je me fais nommer dans une chambre supérieure, là, puisque je ne me présenterai jamais politiquement, mais être nommé pour avoir la liberté de troller des législateurs puis des imbéciles, puis que je ne veux pas avoir le pouvoir. Tout ce que je veux, c'est tout rire de vous autres. OK? C'est ma job. Je ris de vous autres. Puis je suis même prêt à le faire sans salaire. Je le dis ouvertement. Tant que je peux rester mon autre job, là, je vais le faire sans salaire.
Je vais juste me présenter, faire un speech par mois, puis ça va être le speech suivant. Il faut privatiser, il faut libéraliser, puis je vais rire d'eux autres tout le long. Puis ça va juste être ça. Je promets. Tu vas lui faire une leçon comme. Fait que toi, tu crois pas ça que le bureau de la concurrence québécois va être plus performant que le bureau de la concurrence canadien? Non, j'imagine qu'il va être aussi utilisé, va être l'objet de capture réglementaire comme n'importe quelle agence gouvernementale. Ouais. Je vis pas dans un pays. C'est quoi la scène dans le film Poche, là, Horton? C'était dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et font des caca papillons. T'as jamais vu ça? C'est un film pour enfants. Puis, quand j'ai vu ça, c'est resté mon motto de quand je pense à des gens qui vivent dans un podcast de même, là? Ah ouais, c'est la meilleure fin possible. Ouais, il y a des mondes qui vivent dans des mondes de licorne. PSPP mange des arcs-en-ciel. C'est le même. Frank, ça va finir dans le board, ça? Comment? Oh, oui. Ça va finir dans le soundboard, ça. C'est en extrait, ce truc-là. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. On vous revient la semaine prochaine avec le même linge sur le dos. C'est ça qui arrive. Merci d'avoir été là.